Bravo à l'Iran, honnêtement, j'ai qu'un mot à dire, c'est bravo hein, dans cette guerre parce qu'ils ont isolé tout le monde. Donc je vous parlais du fait que les États-Unis soient totalement isolés, mais en plus d'être isolés, ils sont attaqués de toutes parts. Là, il y a Giorgia Meloni qui est venue expliquer que le seul pays aujourd'hui au monde qui menace les autres pays avec l'arme nucléaire, bah c'est les États-Unis. D'accord? Elle est venue expliquer que ça commence à bien faire en fait de faire de la propagande en permanence en disant que c'est les autres qui menacent, alors que c'est les Américains qui aujourd'hui ne font que des menaces nucléaires en permanence. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui sont isolés, parce que les États-Unis, là on parle de l'Europe, mais également l'Arabie Saoudite, hein, qui a donc haussé le ton hier en disant que ça commençait à bien faire et qu'il va falloir que la solution, elle soit trouvée bientôt, hein, et que les Arabie Saoudite va clairement réduire sa dépendance aux États-Unis. Mais il n'y a pas que eux, c'est leurs copains israéliens, là, vous savez, leurs frères jumeaux génocidaires, là. Eux, c'est la catastrophe. Hein. C'est-à-dire que depuis Gaza, tout le monde les défendait. Là, depuis qu'ils ont attaqué le Liban, les gars, c'est isolation totale. Isolement total. C'est-à-dire là, il n'y a plus personne qui les soutient. L'Italie, ils dégagent tous les accords avec Israël. La France, c'est pareil. L'Espagne, on n'en parle pas, c'est fait depuis bien longtemps. Il va y avoir des concertations dans l'Union européenne pour dégager tous les accords économiques qu'il y a avec Israël. En gros, les États-Unis et Israël vont se retrouver comme deux cons. Parce qu'il n'y a plus un pays de l'OTAN qui veut les soutenir, il n'y a plus un pays européen qui veut les soutenir. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que le gouvernement là qui vient de dégager avec Orban, ne va pas soutenir les États-Unis. Donc ça, c'est assez fantastique. Et tout ça orchestré par l'Iran depuis le départ. C'est le résultat de la guerre économique qu'a mis l'Iran aux États-Unis depuis les attaques des Américains. L'Iran a réussi à faire passer les États-Unis pour les plus grosses baltringues du monde, Donald Trump pour le plus gros taré de la planète, alors tout le monde le plébiscitait au moment où c'était les élections américaines. Et moi, je vais pas vous mentir, vu la gueule de Joe Biden en face, on pouvait pas quand même se demander si Trump ça allait être mieux que Biden, hein, parce que l'autre c'était un légume qui fondait au soleil et qui finançait l'Ukraine. Donc au final, on avait la peste et le choléra à la tête des États-Unis, possiblement à l'époque. Et les gars, oui, l'Iran a quand même fait un carnage, hein. C'est un carnage parce que là on va se retrouver avec deux pays qui étaient censés être les pays les plus soutenus du monde dans les guerres parce que soi-disant ils sont passés pour les gentils de la planète. Aujourd'hui l'Iran a mis face au monde entier, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu à travers mes vidéos, à travers tout le récit de cette guerre, que clairement l'opinion publique s'est rangée du côté de l'Iran depuis le départ, hein, que l'impopularité américaine, que les gens ont compris aujourd'hui que l'Occident n'était pas le porte-parole de la vérité et de la paix, loin de là. Hein. L'Occident est souvent le porte-parole des guerres, surtout les Américains hein, qui mènent hein, cet Occident en permanence hein, vers des désastres humains, des déséquilibres mondiaux dans les régions, etc. Et les gens l'ont réalisé grâce à l'Iran. Alors ok, le régime des mollahs est ce qu'il est, c'est un régime qui n'est pas souhaitable dans notre monde, mais en attendant, il n'y a pas que ce régime qui n'est pas souhaitable, et aujourd'hui, l'Iran l'a montré aux yeux du monde entier. De comprendre le rapport de force, le régime iranien, vous diriez qu'il sort renforcé de sa non-défaite? Très sûrement. On est bien dans un combat dissymétrique, ou asymétrique, bon peu importe, asymétrique. Et à partir du moment où eux n'ont pas perdu, où eux ont fait échouer non seulement la plus grande puissance militaire, mais les deux grandes plus fortes flottes aériennes du monde, eh bien ils apparaissent comme forts aux yeux de tous ceux que l'Occident a dominé pendant des siècles. Donc l'Iran ressort plus fort globalement. L'Iran ressort comme un acteur international, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Alors, quand je dis l'Iran, on ne sait pas exactement ce que c'est. Le régime iranien. Le régime iranien. L'Iran a démontré au monde une chose essentielle. Les États-Unis ne sont pas capables de garantir pleinement la sécurité de leurs alliés. Regardez le Golfe. Pendant des décennies, ces pays ont signé des accords avec Washington basés sur un principe simple. Pétrole contre protection. Mais aujourd'hui, malgré cette présence militaire massive, au lieu de les protéger, c'est eux qui protégeaient les installations américaines. Aujourd'hui, les États-Unis apparaissent comme un protecteur de moins en moins fiable. La Chine semble mieux préparée et absorbe plus efficacement les chocs que les États-Unis. Nous assistons à une érosion progressive du leadership mondial américain. Washington est de plus en plus perçu comme un médiateur contesté, une puissance moins rationnelle, ce qui alimente une perte de légitimité sur la scène internationale. Parallèlement, on observe une montée en puissance diplomatique de la Chine, qui occupe progressivement des espaces d'influence autrefois dominés par les États-Unis.
Des discours et décisions contradictoires de Trump renforcent l'image d'une puissance américaine imprévisible et incohérente. Au final, cette guerre n'a pas détruit l'Iran. Elle a divisé les alliés des États-Unis. Elle a renforcé la Russie économiquement. Elle a propulsé la Chine diplomatiquement et a dégradé l'image mondiale de Washington. En clair, les États-Unis ont engagé la bataille, ils ont déclenché la guerre, mais leurs rivaux ont récolté les gains. La stratégie de Trump risque de se retourner contre lui. Déjà, la fermeture effective du détroit d'Ormuz au pays hostile par l'Iran a fait grimper les prix mondiaux de l'énergie. Mais le blocus américain fait déjà monter encore davantage les prix du pétrole et du gaz. En cas de reprise de la guerre, Trump augmente le risque que l'Iran réagisse en frappant les infrastructures énergétiques dans le Golfe. Les Iraniens savent que plus le détroit d'Ormuz reste fermé, plus la pression économique et politique sur les États-Unis et leurs alliés augmente. Cela renforce la position de négociation de l'Iran si les pourparlers de paix reprennent. Cette crise pourrait dépasser les chocs pétroliers des années 70 qui avaient provoqué inflation, récession et rationnement du carburant. Donald Trump n'écoute personne. Il se laisse aveugler par l'idée de puissance militaire comme si cela garantissait sa victoire. Mais dans cette situation, Trump ne gagnera rien. La hausse du prix de l'essence n'est qu'un début. Une pénurie de carburant aérien va affecter le transport aérien et nuire au tourisme à l'approche de l'été en Europe. Le manque d'hélium largement produit au Qatar pourrait bloquer la fabrication de semi-conducteurs. La production alimentaire sera affectée par le manque d'engrais, entraînant une inflation supplémentaire. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à subir ce choc? Donald Trump pensait que la pression économique, notamment à travers son blocus, contraindrait rapidement l'Iran à céder. Mais l'Iran est un État habitué aux sanctions depuis 40 ans. Un État structuré autour d'une logique de résistance et prêt à encaisser pour survivre. Si la stratégie de Trump échoue à faire plier l'Iran, et elle va échouer, alors les États-Unis se retrouveront face à des choix bien plus complexes. L'Europe a regardé des centaines de milliers de Gazaouis crever et être déplacés sans broncher. Et là, d'un seul coup, ça se réveille parce que Israël attaque le Liban. Donc l'Italie, maintenant, va suspendre ses accords de défense avec Israël. La France et l'Espagne veulent suspendre tous les accords de défense et les accords économiques avec Israël. Et l'Europe, en général, va commencer à bannir Israël de tous ces accords. Donc il aura fallu, en gros, des centaines de milliers de morts à Gaza dont tout le monde se fout littéralement en Europe. Mais il aura surtout fallu attendre une guerre entre l'Iran et les États-Unis qui a dégénéré sur le Liban pour voir les pays européens venir tous retourner leur veste et venir nous dire qu'Israël est un État génocidaire. On aura écouté Yael Braun-Pivet nous faire la ministre d'Israël en direct à l'Assemblée nationale. On aura entendu Meir Habib nous faire son Pumba pendant des mois en France sans que personne ne dise rien à part David Guiraud qui lui a dit toute la vérité de ce qu'il est. Et là, d'un seul coup, paf, des attaques sur le Liban, des intérêts économiques européens qui sont un petit peu en dents de scie dû à une déstabilisation du Golfe qui perturbe fortement l'économie européenne aujourd'hui. Et ces pays-là tournent tous leur veste et viennent nous expliquer qu'aujourd'hui, Israël est un État dangereux et un État qu'il faut justement exclure de l'Europe. Vous avez attendu quoi en fait? Parce que nous, on vous l'explique depuis des années, vous nous avez fait passer pour des pestiférés, vous avez condamné des gens en justice qui justement dénonçaient ce qu'Israël était en train de faire, vous êtes en train d'essayer d'aller voter une loi pour qu'on évite de critiquer Israël parce que soi-disant si on les critique, on est antisémite et aujourd'hui vous venez nous expliquer que vous allez rompre tous les accords avec Israël économiques et les accords de défense. Vous êtes pas tous une bande de faux cul de merde, ça va, les Barrault, tous les Méloni, etc. Qui ont défendu Israël bec et ongle depuis un long moment. En fait, il y a que le Premier ministre espagnol qui a tenu ses couilles depuis le départ. C'est pour ça que leur emblème c'est le taureau là-bas, parce qu'au moins eux ils en ont une bonne paire. C'est pas une bande de merde qui tourne leur dos et qui se penche pour montrer leur cul dès que leurs intérêts sont attaqués. Vous imaginez qu'ils ont regardé tous les Européens là, un géno se passer à Gaza et ça les dérangeait pas parce que c'est des Arabes, d'accord? On se le dise, faut arrêter d'être des hypocrites, c'est des Arabes, ça intéresse personne. Donc ils les ont regardés crever les uns après les autres, des bébés, des enfants, des vieillards, etc. Ils ont rien dit, ils ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre, ils ont fait des petits tweets en disant qu'Israël allait un tout petit peu trop loin. Et là, bizarrement, leurs intérêts économiques sont touchés avec une expansion du conflit qui est en train de vraiment s'étendre au Moyen-Orient. Et paf, ils se réveillent et ils se rendent compte qu'Israël aujourd'hui avec son gouvernement est un État terroriste. Bah oui, il fallait vous réveiller avant les gars, vous avez attendu quoi en fait?
Je vous jure, ça me sidère parce que j'ai aucune foi dans l'humanité, j'ai aucune foi dans la politique, j'ai aucune foi dans la géopolitique et dans tout ce qui fait de tout ce système qui a été créé dans ce monde. C'est pour ça que je suis un peu un anarchique. Mais là, ils nous le prouvent encore une fois. Ils ont aucune valeur, ces gens-là. Jean-Noël Barrot, il était encore en train de défendre Israël il y a 3 semaines. Et le mec, là, il est venu nous faire un discours en mode « Ouais, Israël va trop loin ». Mais gars, tu leur suces les couilles depuis combien de temps, en fait? Ça fait combien de temps, en fait, que t'as ta langue collée à leurs cojones? Non mais il faut être sérieux 5 minutes, arrive un moment il y en a ras-le-bol quoi. Donc attendons de voir s'ils vont porter leur baloche jusqu'au bout, parce que là les Italiens sont furax, ils arrêtent tous leurs accords. Meir Habib a insulté la France encore hier soir parce que la France parle d'arrêter les accords économiques et d'armement avec Israël. Bon, l'Espagne on n'en parle même pas parce qu'ils le font depuis bien longtemps et les autres pays vont s'y mettre, toute l'Europe va s'y mettre et Israël va être travel ban en Europe. La question est de savoir, est-ce une mauvaise nouvelle? Pas dangereux. Trump a trompé son public en évoquant la possibilité de détruire les installations iraniennes ou en laissant entendre qu'une opération militaire pour sécuriser ou rouvrir le détroit serait simple à réaliser. Mais dans les faits, si ces options étaient réellement faciles et viables, elles auraient déjà été mises en œuvre. De son côté, l'Iran n'a même pas besoin de bloquer totalement les tankers. Quelques attaques ciblées de drones, de vedettes rapides armées pourrait suffire à rendre le transport maritime extrêmement risqué et, dans la pratique, difficilement assurable. Le pipeline pétrolier traversant l'Arabie Saoudite jusqu'à la mer Rouge, alternative au détroit, a déjà été ciblé et pourrait l'être à nouveau. Les stations de pompage saoudiennes sont vulnérables. L'Iran et les Houthis pourraient aussi tenter de bloquer les exportations via la mer Rouge en attaquant les navires dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donald Trump, à un moment donné, devra faire des compromis. Parce que le bavardage sur les réseaux ne suffit pas. Dans la réalité, il ne contrôle pas autant qu'il le prétend. Trump a perdu le contrôle de cette guerre. L'Italie suspend son accord de défense avec Israël. Pendant ce temps, plusieurs navires continuent de traverser le détroit d'Ormuz. Certains pourraient même accoster dans des ports iraniens. C'est comme si le blocus annoncé par Trump n'existait que dans ses discours. Trump affirme encore que l'Iran cherche un accord avec lui. La Chine rappelle clairement qu'elle poursuit son commerce avec Téhéran et refuse que ce blocus américain perturbe ses intérêts. De son côté, l'Espagne opposée à Trump estime que seule la Chine peut jouer un rôle réellement décisif dans la résolution du conflit. Le Royaume-Uni et la France refusent de suivre Trump dans cette logique de blocus qui n'a aucun sens, privilégiant plutôt une désescalade par la négociation avec l'Iran. Washington parle de nouvelles négociations possibles ce week-end avec l'Iran. Pourtant, Trump affirmait avoir déjà gagné, avec ou sans accord, et que le détroit serait ouvert. Dans le même temps, il exige désormais de l'Iran la suspension de l'enrichissement d'uranium pendant 20 ans, alors qu'il déclarait aux côtés de son proxy l'entité avoir déjà tout détruit. Au final, la machine narrative américaine semble grippée. Les contradictions s'accumulent et même sur le terrain médiatique. Dans la bataille des récits, l'Iran prend l'avantage, au point où Trump s'en prend désormais à ses médias américains, comme The New York Times, CNN, leur reprochant simplement de dire que cette guerre ne garantit aucune victoire à son administration. Mais bon, contredire Trump est interdit, même quand il se contredit lui-même. L'Iran a envoyé pour ces négociations des personnes toutes titulaires d'un doctorat, dont certaines en sciences politiques. En face, les États-Unis ont envoyé un promoteur immobilier, un gendre, un avocat de carrière devenu vice-président et un général. L'Iran envoie des professionnels de la diplomatie qui connaissent les dossiers sur le bout des doigts. L'Iran maintient sa position. Il est prêt à la guerre qu'un accord soit conclu ou non. Téhéran affirme être totalement disposé à rentrer sans accord. Ces négociations servent surtout à montrer au reste du monde que l'Iran a tenté la voie de la désescalade et qu'il n'a jamais cherché ce conflit. Je rappelle que des rapports de renseignement américains ont déjà estimé que l'Iran ne constituait pas une menace directe pour les États-Unis. Donc, si un accord est conclu, Trump devra accepter les demandes de l'Iran. Si les États-Unis et Trump ignorent les droits ou les conditions de l'Iran, les Iraniens seront prêts à poursuivre la guerre. Déjà, aucune action militaire ne peut ouvrir le détroit d'Ormuz aux pays hostiles. Aucune. Contrairement à ce qui se dit, le détroit n'a jamais été totalement fermé à tous les pays. Le passage reste accessible aux États amis et restreint aux pays considérés comme hostiles à l'Iran. L'Iran ne rouvre donc pas un détroit déjà ouvert, mais exerce un contrôle sur son usage. Le détroit est juste sous contrôle iranien et cette situation continuera. Les États-Unis ne peuvent rien y faire.
Les alertes infos du 15 avril avec le blocage américain qui ne sert absolument à rien d'après Reuters. C'est une dinguerie, il y aura plus de 20 bateaux qui sont passés alors que les Américains viennent nous expliquer qu'il n'y a aucun pétrolier qui est passé. Non mais arrive un moment, c'est bien les Américains de nous prendre pour des gogoles, mais faut arrêter à un moment donné. Il y a des cartes, d'accord. Il y a des cartes aujourd'hui avec des satellites qui nous montrent le passage dans le détroit d'Ormuz et en dehors du détroit d'Ormuz, et il y aurait plus de 20 pétroliers qui seraient passés et les Américains viennent nous dire que leur blocage a tout arrêté. Donc d'après plusieurs sources de Reuters, le blocage ne servirait quasiment absolument à rien. Ça n'a absolument rien changé au trafic dans le détroit d'Ormuz. Il faut savoir que déjà depuis le début de la guerre, il y a très peu de pétroliers qui passent et ceux qui passent doivent payer une taxe ou du péage, vous appellerez ça comme vous voulez. Et avec le blocage américain, on vient de nous expliquer que les Américains vont arrêter tout ça. Apparemment, ce n'est absolument pas vrai. Il y a énormément de bateaux qui sont passés à travers le blocage américain, mais encore une fois, il va falloir croire les Américains sur ce coup-là qui nous disent qu'ils sont les grands génies de la planète et qui sont en train d'amener l'Iran aux négociations. Au passage des négociations qui iraient dans le bon sens d'après les deux côtés, l'Iran et les États-Unis, mais également de la part du Pakistan qui nous apprend que peut-être dans les jours qui viennent, des nouveaux pourparlers vont avoir lieu pour, pourquoi pas, avoir une fin de guerre d'ici maintenant quelques jours. Donc affaire à suivre, ce serait quand même une excellente nouvelle pour que tout le monde puisse reprendre un petit peu sa vie normale et que peut-être nous reverrions les prix baisser. Ah non, ça arrivera pas, ça, pardon, excusez-moi, c'était plus du rêve que de la réalité, c'est du fictif, les prix ne rebaisseront jamais. Mais voilà, on se dirige peut-être vers la fin d'un conflit. Il faut savoir que voilà, l'accord numéro 1 qui est aujourd'hui en stand-by, c'est l'enrichissement d'uranium des Iraniens qui ne veulent, en gros, qui proposent 5 ans. Pendant 5 ans, en gros, qu'ils n'enrichiraient pas d'uranium pour le nucléaire. Les États-Unis veulent 20 ans et une remise totale de l'uranium iranien, chose qui n'arrivera jamais. Donc, on va arriver sur une poire qui va être coupée en deux, avec pourquoi pas 10 ans de pause. Enfin bref, ils vont trouver un accord. Les Américains vont dégager en ayant quasiment rien obtenu de ce pourquoi ils sont venus, parce que là, le bordel aujourd'hui qu'on est en train de parler, c'est le détroit d'Ormuz. C'est le problème numéro 1 des Américains, mais le détroit d'Ormuz, avant que les Américains y viennent, il fonctionnait correctement. Donc, en gros, ils sont juste en train d'essayer d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront éteint leur incendie, ils vont pouvoir retourner bien tranquillement chez eux dans leur pays de merde. Oui, parce que c'est ce qui va se passer, Enfin bref, donc pourquoi pas dans les jours à venir des discussions pour la paix. Il faut savoir qu'il y a des discussions pour la paix également entre Israël et le Liban en ce moment. Israël qui est complètement isolé maintenant, des pays européens sont en train de se léguer contre Israël. L'Italie a annoncé la suppression de tous les accords de défense avec Israël. La France est également sur le pas pour le faire. L'Espagne l'a fait depuis bien longtemps. Beaucoup de pays européens sont maintenant sur le qui-vive pour se débarrasser de tous les accords économiques qui sont faits avec Israël. Donc l'Iran aura gagné dans l'opinion publique déjà cette guerre, mais également dans le fait d'isoler les États-Unis et l'Iran et de faire passer Israël et les États-Unis, et l'Iran aura fait passer ces deux pays pour des pestiférés. Donc bravo à l'Iran d'avoir ouvert les yeux quand même à une grosse partie de la planète. Pour le reste, il y a encore eu des attaques sur le Liban avec une dizaine de morts, dont des enfants, par cet état génocidaire terroriste qu'est l'état d'Israël aujourd'hui avec son gouvernement. N'ayons pas peur des mots, parce qu'arrive un moment, ça commence à bien faire de toujours devoir peser le pour et le contre de ce qu'on dit. Je vous tiens au courant si on a de l'avancée dans les jours, dans les heures qui viennent. Honnêtement, je pense qu'on se dirige clairement vers la fin de cette guerre. Je prends des pincettes quand je dis ça, mais c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas un fait ni une réalité, mais je pense que cette guerre va prendre fin très bientôt parce que les États-Unis ne peuvent pas continuer de l'assumer.